Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo de présentation du match de championnat entre le TFC et l'Olympique Lyonnais. Match qui arrive dans un contexte, on va dire, un petit peu étrange, puisque l'OL a gagné face au Paris Saint-Germain et à Rennes, deux équipes, on va dire, qui nous ont mis des tôles sur les 2 dernières années. Donc les battre finalement, ça fait plaisir. Mais évidemment, ces 2 victoires sont entrecoupées par l'élimination en Coupe de France à Nantes, qui elle, évidemment, a beaucoup crispé. Et bon, c'est vrai qu'on a du mal à s'en remettre, même encore aujourd'hui. Mais bon, il faut aller de l'avant. Il reste 8 matchs de championnat. Et vous le savez, Lille a eu la très bonne idée de perdre la semaine dernière à Angers, ce qui nous laisse une toute petite porte entrouverte pour espérer aller en Coupe d'Europe la saison prochaine, ce qui serait quasiment miraculeux, puisque évidemment tout le monde pensait que Lille allait gagner à Angers et nous maintenir quoi qu'il arrive à 8 points, plus un goal average favorable à Lille, donc quasiment aucune chance de passer. Alors là évidemment, je vais pas vous dire que ça devient, on va dire, crédible de croire à l'Europe, mais on va dire ce n'est pas impossible. Alors, malheureusement, on aura quelques absents de marque pour ce match, des blessés, des suspendus. Donc, je vais vous proposer un 11 type. Alors attention, c'est mon 11 type, mais je pense que il sera conforme à l'équipe qu'on verra demain. Donc, avec un 4-3-3, un 4-3-3 qui est plutôt un 4-3-1-2, avec 4 défenseurs et non plus 5. C'est vrai que la défense à 5 a bien marché face au PSG, mais n'a pas été franchement couronnée de succès face aux autres équipes. Donc on va, je pense, repasser à 4, d'autant qu'il y a une incertitude sur la présence de Lovren, qui s'est blessé à Nantes justement, et qui a raté donc le match face à Rennes. Donc ce sera du classique, avec Tagliafico, Lukeba, donc Lovren ou Diomandé si Lovren est indisponible, Lopez dans les buts et le jeune Koumbedi du côté droit. Au milieu de terrain, je pense que Laurent Blanc fera jusqu'à la fin de la saison avec ses 2 chiens de garde, Le Penant et Cacré, et Tolisso, qui a vraiment été bon contre Rennes. Espérons le retrouver dans les mêmes dispositions d'esprit pour ce match à Toulouse, parce qu'on en aura bien besoin. Donc Tolisso, on va dire en numéro 6, créateur. Ryan Cherki, alors plutôt en 10, il s'est beaucoup excentré à gauche contre Rennes, mais là je pense qu'on va le retrouver plutôt recentré, puisque l'absence de Bradley Barcola, qui lui est suspendu, Laurent Blanc devra choisir entre Djefinho et Moussa Dembélé. Alors si c'est Djefinho, il sera peut-être soit à droite pour revenir sur son pied gauche, soit à gauche pour servir Lacazette. On peut imaginer aussi que Cherki aille à gauche, Djefinho à droite et Lacazette en pointe. Si c'est Moussa Dembélé, évidemment, il sera devant, Lacazette peut-être un peu reculé, ou alors à droite avec Cherki à gauche. Enfin bon, bref, un trio offensif dont on regardera un petit peu l'animation. La vraie question, alors c'est Djefinho va jouer, ça c'est sûr, puisque Laurent Blanc l'a dit. L'interrogation qu'il avait, c'était de savoir s'il le fait débuter. Il a dit clairement que Djefinho n'avait pas 90 minutes dans les jambes. Donc est-ce qu'il le fait débuter, jouer 1 heure et il fait rentrer Moussa Dembélé, ou est-ce que c'est l'inverse? Bon, alors vu la popularité de Moussa Dembélé, je pense que les supporters préfèrent voir Djefinho. Mais bon, Djefinho pour le moment, c'est on va dire une mi-temps face à une Ligue 2. Où il était très bon. Sinon, on n'a pas vu grand-chose non plus. Évidemment, on ne va pas le condamner. On est intéressé et justement, on aimerait bien le voir débuter pour voir ce qu'il peut faire. Mais peut-être que Laurent Blanc jouera la sécurité avec Dembélé. Alors, une sécurité toute relative, puisque malheureusement, Moussa Dembélé ne fait pas grand-chose depuis des mois et des mois. On ne voit pas comment, par miracle, il serait bon demain. Bon, en tout cas, on verra. Moi, je pencherai plutôt sur une titularisation de Djefinho. Alors Toulouse, ça a été un petit peu la hype du début de saison, puisque il fut un moment, je pense, vers le milieu du mois de février, où c'était tout simplement la meilleure attaque d'Europe. Il suffit de regarder un petit peu les cartons qu'ils ont passés. Donc ici 3-1 à Rennes,
Alors là, c'est de la Coupe de France, mais 3-1 contre Reims. Reims, c'est un peu l'équipe surprise, actuel leader des matchs retour. Ils ont perdu à Paris, mais je me souviens très bien du match et franchement, ils peuvent s'en mordre les doigts parce qu'ils avaient fait un match où ils auraient franchement dû gagner. Donc 4 buts passés à 3, 2 à Strasbourg, 2 à Ajaccio. Bon, depuis, voilà, ça s'est bien calmé. L'équipe de Toulouse est un petit peu moins en verve, vous voyez. Donc depuis la mi-février, défaite à domicile contre Marseille, défaite à Reims 3-0 quand même, une sacrée branlée. Alors ils battent Rodez, équipe du milieu de tableau de D2 6-1. Donc bon, là il n'y a pas vraiment d'exploit. Défaite à domicile face à Clermont 1-0. Donc vous voyez là une attaque un peu en berne. Une victoire quand même à Angers, à ce moment-là paillasson de la Ligue 1. Une défaite à domicile face à Toulouse sans marquer. Victoire contre Rodez une nouvelle fois. Alors je sais pas, ça c'était quoi c'est un match amical, d'accord. Et depuis la reprise du championnat, quand même une branlée encaissée à Brest, 3-1. Une victoire en Coupe de France, donc face à Annecy, aussi équipe du milieu de tableau de Ligue 2. Et quand même une bonne prestation le week-end dernier avec une victoire contre Montpellier qui était invaincu depuis l'arrivée, le retour de Michel Derzakarian. Donc une équipe, je vais pas mentir, je connais pas très très bien cette équipe, je regarde ses résultats de loin. Une équipe qui a plutôt tendance à être une équipe joueuse, ce qui nous va plutôt bien puisque petit à petit on s'affirme quand même comme une équipe plus à l'aise dans le jeu de contre que dans la création. Donc c'est dommage vraiment Barcola, je pense qu'il aurait eu des occasions fantastiques de briller dans ce match, mais bon, il n'est pas là. Alors le joueur évidemment dont on parle beaucoup du côté de Toulouse, c'est Branco van den Boomen, joueur donc néerlandais, alors quasi inconnu avant d'arriver à Toulouse, et qui s'impose petit à petit comme un milieu de terrain de très bonne qualité, et je pense que cet été il sera extrêmement recruté parce qu'il a une capacité de créativité vraiment très 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 intéressante. Vous allez voir ses stats, elles sont absolument incroyables. Donc vous voyez, avant il était en Eredivisie, dans des clubs quand même de seconde zone. Il est arrivé à Toulouse et il a vraiment explosé donc en 2021-2022 avec quand même une saison à 12 buts, 21 passes décisives. On a du mal à y croire. Donc 12 buts, 21 passes décisives. Cette année, c'est un petit peu moins bien, 5 buts, 8 passes. Mais bon, c'est quelqu'un qui a vraiment un très très bon pied et qui est très bon sur les coups de pied arrêtés. Donc évidemment, nos chiens de garde, Le Penant et Cacré auront pour mission de limiter son influence. Et je pense que si on limite l'influence de Van den Boomen, on a fait quand même une partie du travail. Alors évidemment, on connaît notre Olympique Lyonnais, incapable d'enchaîner les bonnes prestations. Est-ce que ça va être le cas encore demain? Il est certain que l'absence de Barcola est extrêmement handicapante. Mais bon, on va suivre ça quand même avec intérêt. Je ne me hasarderai pas à un pronostic. Je ne peux pas dire que je sois ni optimiste ni pessimiste pour ce match. Je l'attends toujours parce que j'aime voir jouer mon équipe, même quand elle m'agace. Mais je ne vais pas trop me projeter sur un résultat. Évidemment, une victoire serait extrêmement positif, d'autant que la semaine suivante, on reçoit l'Olympique de Marseille. Donc pour la confiance, ce serait parfait, mais on va éviter de s'enflammer. Alors l'actualité de l'Olympique Lyonnais, alors pas des garçons, mais des filles, c'est la vente du pôle féminin. Alors, il y a eu quelques petites incompréhensions, puisque dans un premier temps, Hugo Guimet a dit que l'OL féminin allait être vendu donc à Madame Kang, qu'on ne connaît pas, mais qui est une femme d'affaires sud-coréenne qui a réussi aux États-Unis, qui possède déjà un club en championnat de foot féminin aux États-Unis, même championne cette équipe, je crois, de Washington en 2021. Et d'après ce qu'on nous dit là-dedans, alors même s'il y a des choses qui ont été démenties par l'Olympique Lyonnais de manière formelle, Textor aurait pour projet de revendre l'OL Reign
Alors pas à Madame Kang, hein, attention, puisque comme elle est déjà propriétaire d'un club aux États-Unis, elle ne peut pas avoir des parts ou être propriétaire d'un autre club. Oui, vous voyez, Washington Spirit. Donc vente de l'OL Reign donc à d'autres personnes que Madame Kang, mais vente de l'Olympique Lyonnais féminin à 52%, donc elle deviendrait majoritaire donc à Madame Kang. Une manière pour John Textor de rentrer un petit peu de cash, hein, ça, je pense qu'il en a besoin, mais aussi de couper l'herbe une nouvelle fois sous le pied de Jean-Michel Aulas. Vous l'avez vu avec ma vidéo sur la cellule de recrutement qui va être décentralisée de Lyon vers le groupe donc Eagle Football. Donc une prérogative en moins pour Jean-Michel Aulas, et si en plus on lui enlève le foot féminin, eh bien le pauvre Jean-Mimi, il va pas lui rester grand-chose. Ça ressemble quand même à une manière pour Textor, alors d'une part de récupérer des sous, mais aussi d'enlever petit à petit toutes les prérogatives de Jean-Michel Aulas pour qu'il parte de lui-même, puisque virer Jean-Michel Aulas, ça coûte quand même des sous. Donc c'est quand même, moi je le prends, hein, peut-être que je me trompe totalement, mais je le prends comme une deuxième attaque envers Jean-Michel Aulas après la volonté de créer une structure de recrutement centralisée au niveau d'Eagle Football. Voilà, alors maintenant que nous sommes à 5 points de Lille, on va dire ça relance un petit peu l'intérêt de la fin de saison. Mais je pense que de toute façon, cette fin de saison, elle a quand même un intérêt parce que, vous le savez, il va y avoir une saison prochaine et c'est quand même important de voir quels seront les joueurs qui méritent de rester chez nous ou ceux qu'on va devoir faire partir. Évidemment, si on réussit à accrocher une Coupe d'Europe, même si c'est la moins prestigieuse, malgré tout, je pense que c'est bien parce que, mine de rien, on a 11 ou 12, pardon. Je ne sais plus si c'est 11 ou 12, mais 11 ou 12 joueurs prêtés. Donc beaucoup vont revenir, certains sont transférés, certains autres reprêtés. Donc on va quand même avoir un effectif assez copieux. Et pour la sérénité d'un groupe, c'est très important de faire des rotations. Vous le voyez, Laurent Blanc ne fait aucune rotation cette saison, tout du moins en cette fin de saison, puisqu'il a donné sa chance à tout le monde. Et que finalement ceux qui sont sur le terrain demain, ce sont ceux qui sont les plus méritants. Donc ça, je trouve ça très très bien. Alors, mis à part évidemment le cas Cherki, puisque Cherki, lui, il a besoin d'un certain nombre de titularisations. Donc je pense maintenant que c'est encore 5 titularisations pour être prolongé automatiquement jusqu'en 2025. Moi je trouve que c'est important de voir qui on doit garder, qui on ne doit pas garder, comment modifier l'effectif pour avoir une équipe performante la saison prochaine. Donc tout ça, pour moi, ça reste intéressant. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, ça reste intéressant. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.